Je vois encore cette vallée recouverte de glace quand je ferme les yeux. La nuit y règne comme un lourd fardeau, et le froid dans ma mémoire est plus intense que jamais sur ma peau. Nous étions une équipe de 12 Rangers, débarqués dans le triangle d'Alaska avant l'aube. Nous avions pour mission de retrouver une équipe de météorologues disparus et de récupérer leur équipement. C'était la version officielle. La vérité s'était révélée dès que nos bottes ont touché la neige. Ma boussole s'est mise à tourner comme si elle avait perdu toute confiance dans le nord. La radio émettait de lents sifflements, presque comme une respiration. La terre émettait un grondement sourd qui remontait à travers les semelles et s'installait dans la poitrine. Je regardais sans cesse ma montre pour m'ancrer dans la réalité. Le temps semblait instable là-bas, et je ne faisais confiance à rien qui ne soit fait d'acier ou d'os. Nous nous dirigions vers la silhouette sombre d'une gare silencieuse. Son toit s'affaissait sous le poids de la neige fraîche. Les fenêtres nous regardaient comme des orbites vides. Je me souviens avoir pensé que l'endroit semblait moins abandonné qu'effrayé, comme s'il essayait de se fondre dans le sol avant que quelque chose ne l'atteigne. Ce sentiment m'est resté lorsque nous sommes entrés à l'intérieur et que le froid s'est refermé derrière nous. Avant de lancer la vidéo, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour soutenir la chaîne. À l'époque, j'étais un jeune sergent-chef, amaigri par les marches dans le froid et les longues nuits, essayant encore de prouver que j'avais ma place parmi ces hommes qui avaient vu plus d'hivers que je n'avais vécu d'années dans l'armée. Notre petite section de reconnaissance de Rangers vivait dans des tentes et sur des traîneaux au milieu de la nature sauvage de l'Alaska. Nous étions habitués au silence, aux longues ombres et aux jours où le soleil daignait à peine se lever. Et pourtant, la terre autour du triangle de l'Alaska semblait différente lorsque j'y ai posé le pied pour la première fois. Les endroits sauvages ont généralement un certain rythme. Ici, seule l'immobilité régnait, comme si quelque chose observait et attendait. Les ordres à cette patrouille étaient donnés à voix basse. La station météo avait manqué 3 rapports prévus. Le petit groupe de l'armée de l'air qui lui était affecté avait cessé de répondre. Les supérieurs ont dit que l'ancienne station avait probablement été ensevelie sous la neige ou que l'antenne était cassée. Rien de dramatique, rien d'étrange. Cependant, la salle de briefing était trop exiguë, même si elle n'accueillait que le major, le capitaine de l'armée de l'air et notre lieutenant. Ils ont distribué des copies d'une carte sur laquelle il manquait plus d'informations qu'il n'y en avait. Quelqu'un l'avait parcourue au marqueur noir, masquant certaines lignes du quadrillage. Au lieu de les entourer, le major s'exprimait par phrases saccadées. Il nous a dit qu'il s'agissait d'une opération rapide. Entrer et sortir. Secourir le groupe disparu. Récupérer le matériel sensible. Retourner à la base. Il n'a fait aucune mention du danger, à part la météo. Mais pendant qu'il parlait, il jetait sans cesse des coups d'œil à la mallette métallique scellée posée sur la table. À l'intérieur se trouvaient des radios de rechange et un ensemble de capteurs que nous n'avions jamais utilisés auparavant. Ils étaient plus lourds qu'ils n'en avaient l'air, enveloppés dans un tissu isolant et marqués d'un code que personne d'entre nous n'avait jamais vu. Le capitaine nous a rappelé de garder l'équipement allumé en permanence. Il a dit que cela aidait à stabiliser le signal. La façon dont il l'a dit m'a donné des nausées. On aurait dit qu'il répétait une phrase apprise par cœur, à laquelle il ne croyait pas vraiment. Les rumeurs circulaient dans l'équipe depuis des semaines. Des chasseurs disparus, des avions volant à basse altitude au-dessus du triangle et ne revenant jamais. Une traînée de traces trouvées dans la neige qui s'interrompait au milieu d'une clairière, comme si quelqu'un s'était envolé dans le ciel. Je n'ai jamais accordé d'importance aux histoires racontées autour du feu de camp, mais chacune d'entre elles comportait le même détail inquiétant. Des récepteurs radio qui pulsaient avant que cela n'arrive. Nous avons décollé de l'aérodrome
à bord d'un avion équipé de skis avant même le lever du jour. La cabine vibrait tandis que nous survolions la chaîne de montagnes de l'Alaska, et le givre rampait sur les hublots comme de la dentelle blanche. J'ai vérifié mon équipement à 2 reprises. Un fusil M14, propre et bien huilé. 6 chargeurs plus un cartoucherie rempli de munitions. Une grenade à fragmentation, une grenade fumigène, 2 fusées de signalisation. Une charge standard pour le froid. Je portais une boussole autour du cou et la tapotais machinalement, comme on touche une amulette dont on n'ose pas avouer qu'on a besoin. Le pilote nous a déposés sur un lac gelé à quelques kilomètres de l'avant-poste. L'air semblait fragile lorsque je suis sorti. Le froid a transpercé mes gants avant que j'aie eu le temps de prendre 5 respirations. Les montagnes entouraient de la vallée comme des murs, et le ciel au-dessus d'elles était parcouru d'une fine lueur verte d'aurore boréale, bien que le soleil n'ait pas encore atteint l'horizon. Cette lumière terne donnait l'impression que les champs de neige étaient lomis plus profonds qu'ils ne l'étaient en réalité, comme si la terre attendait de s'ouvrir. Nous avancions en écheveau vers la station. Nos raquettes crissaient légèrement sur la neige. Je continuais à vérifier la boussole et je sentais une légère impulsion lorsque l'aiguille déviait vers la gauche alors que je maintenais le même cap. Je tapotais à nouveau la boussole, pensant que de la glace s'était formée à l'intérieur. Mais l'aiguille continuait à glisser, cherchant quelque chose qui n'était pas le nord. L'avant-poste est finalement apparu comme une silhouette sombre devant nous. Il semblait anormal dès le premier coup d'œil. La porte d'entrée était ouverte vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Ses conces avaient été arrachées, comme si quelque chose à l'intérieur l'avait violemment poussé. Un tonneau métallique était à moitié enfoui dans la neige, avec de profondes rayures sur le côté, trop régulières pour avoir été faites par un outil connu. Le vent tourbillonnait autour du bâtiment, mais ne semblait jamais y pénétrer. L'air immobile, à l'intérieur de l'embrasure de la porte, donnait l'impression d'une gueule ouverte. Le lieutenant donna le signal d'avancer. Nous entrâmes 2 par 2, fusils à la main. L'odeur nous frappa en premier. Ce n'était ni la pourriture, ni le sang. Quelque chose de faible et de métallique, comme du vieux fil de fer chauffé à blanc puis refroidi. La lumière ne fonctionnait pas, mais le faisceau de ma lampe torche révéla des traces de lutte. Des papiers éparpillés, un tabouret renversé, une table lourde, fendue en son milieu, comme si quelqu'un s'était appuyé dessus avec trop de poids. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'absence de sang. S'il y avait eu une bagarre, tout avait été nettoyé avec un soin étrange, presque trop propre. Nous avons trouvé les dernières entrées dans le journal de la station. L'écriture devenait plus concise vers la fin. La ligne parlait de pression dans les murs, de bruit à l'intérieur des eaux, d'une silhouette se déplaçant derrière un tas de neige. Puis, la ligne s'interrompait au milieu de la phrase. Aucune trace de stylo. Aucune trace de la personne qui avait écrit cela. La salle radio semblait avoir été démantelée, comme si quelqu'un avait arraché les principaux blocs de leur fixation. Les fils pendaient comme des veines. L'ensemble des capteurs avait disparu. Il ne restait que des traces de brûlure à l'endroit où se trouvait auparavant l'équipement. Ma propre radio émettrait un sifflement lent, comme si quelqu'un respirait à travers le haut-parleur. À chaque pulsation, le sol sous mes chaussures répondait par la même faible vibration. Nous sommes ressortis juste au moment où les premières lueurs du matin atteignaient la crête. Le froid semblait plus intense, comme s'il avait un poids et non une température. Je regardais la vallée silencieuse, la porte cassée et la boussole qui tremblait dans ma main. Quelque chose d'ancien vivait dans cet endroit, quelque chose de patient. Nous venions de perturber son réveil. Le lieutenant nous a envoyés fouiller le périmètre. C'est alors que j'ai remarqué des traces dans la neige. Elles m'ont immédiatement sauté aux yeux. Elles étaient grandes
et espacé, comme si quelque chose de grand se déplaçait à grands pas dans le champ enneigé, derrière la station. Au début, j'ai pensé qu'elles pouvaient appartenir à un élan, mais leur forme était irrégulière. Pas de motif distinctif de sabots, pas de traces évidentes de griffes, juste des empreintes ovales profondes, disposées selon un rythme qui ne correspondait à aucun animal que je connaissais. Le plus étrange était la façon dont elles se terminaient. La dernière empreinte était clairement visible dans la neige, et puis plus rien. Aucune trace de traînée, aucun éparpillement de neige, aucune marque plus légère. On aurait dit que ce qui les avait laissés avait simplement fait un pas vers le haut, dans le vide. Nous avons suivi la piste jusqu'à ce qu'elle atteigne un bosquet d'arbres fins sur le versant nord. La écorce était couverte de longues rayures, lisses et droites, bien plus hautes qu'un homme ne pourrait atteindre sans grimper. Le bois autour de ces marques semblait poli et non déchiré, mais les doigts touchèrent à la rainure, qui semblait chaude, alors que la température de l'air était bien inférieure à 0. Je retirai ma main et l'essuyai sur mon pantalon. Sans savoir pourquoi, nous nous dispersâmes et fouillâmes le sol. D'autres marques étranges apparurent. Un morceau de tissu déchiré, gelé sur une branche basse. Un morceau de métal tordu, à moitié enfoui près d'un rocher, dont la forme rappelait quelque chose qui avait été ramolli, puis plié à la main. Les traces de notre équipe météorologique disparue traversaient dans cette zone, mais bifurquaient ensuite brusquement, revenant vers la station en décrivant des cercles serrés avant de s'arrêter près d'un tas de neige effondré. On aurait dit qu'ils fuyaient quelque chose et qu'ils avaient changé de direction à plusieurs reprises. Notre lieutenant jetait sans cesse un œil à sa radio personnelle. C'était un petit appareil crypté que seuls les officiers portaient. Il le tenait près de sa poitrine, comme s'il s'attendait à ce qu'il lui parle. J'ai remarqué qu'il prenait des notes dans un fin carnet noir chaque fois que nous trouvions quelque chose d'inhabituel. Il ne partageait jamais ce qu'il écrivait et ne quittait jamais son carnet des yeux. Je servais sous ses ordres depuis 2 ans et c'était la première fois que je le voyais aussi vigilant. Nous sommes retournés à la station avant que la lumière ne s'éteigne. La neige reflétait la faible lueur des aurores boréales, teintant tout d'une couleur vert pâle. Cela donnait l'impression que les objets éloignés étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Une telle lumière peut tromper une personne fatiguée, mais ici, c'était différent. Des silhouettes passaient à la périphérie de mon champ de vision lorsque je détournais les yeux. Lorsque je me tournais vers elles, rien ne bougeait. Nous avons installé notre campement près de l'avant-poste, utilisant le bâtiment comme abri partiel contre le vent. Nos tentes formaient un demi-cercle serré. Les réchauds de camping sifflaient doucement. L'odeur des rations réchauffées flottait dans l'air. Pendant un instant, tout semblait presque normal. Puis, l'un des soldats, un sergent de la 2e section, s'est figé à mi-chemin et a fixé du regard la crête. Il a dit avoir vu une silhouette haute et mince, immobile, se découpant sur la lueur. Lorsque nous avons levé nos lunettes, il n'y avait rien, mais son visage est resté pâle longtemps après qu'il se soit détourné. La nuit est tombée sans prévenir. Le froid s'intensifie toujours rapidement dans le nord, mais ce soir-là, c'était comme si quelqu'un avait abaissé un lourd rideau. Les pulsations de la radio sont devenues plus vives, s'intensifiant toutes les quelques 2 minutes. J'ai vérifié 2 fois le bloc batterie. Il fonctionnait normalement, mais le son roulait dans mes côtes comme s'il provenait de la terre plutôt que du tube. Nous avons essayé d'appeler le groupe disparu sur tous les canaux. Aucune réponse, seulement une explosion de parasites qui s'estompait en un rythme lent et régulier, presque comme un cliquetis. Allongé dans mon sac de couchage, j'écoutais le vent frotter légèrement contre la toile de la tente. Je continuais à penser aux traces et aux éraflures sur les arbres. J'imaginais le tissu déchiré collé à la branche, cette étrange chaleur dans le bois. Une partie de moi essayait d'expliquer chaque détail, de les intégrer dans ce que je comprenais,
mais chaque morceau semblait superflu et déplacé, comme les pièces d'un puzzle qui ne pouvaient de former une image cohérente. Juste avant l'aube, une voix faible retentit à la radio. Elle utilisait l'ancien indicatif de la RAF, qui avait été supprimé il y a près d'1 an. La voix était faible et lointaine, mais elle prononçait les noms exacts des membres de l'équipage disparus. Elle demandait de l'aide en termes simples, puis s'est interrompue, comme si quelqu'un avait coupé la ligne. Notre opérateur radio m'a regardé sans ciller. Il a dit que le signal correspondait à la fréquence de l'avant-poste, même si nous savions déjà que l'équipement à l'intérieur avait disparu. Nous avons démonté le campement, les mains engourdies. Le lieutenant nous a rassemblés et a annoncé de nouveaux ordres. Nous devions nous enfoncer plus profondément dans la station, vers le lieu d'un ancien accident, faiblement indiqué sur la carte. Aucun d'entre nous n'avait entendu parler de cet accident. Cela ne figurait pas dans le briefing, mais il a dit que le commandement voulait une confirmation du lieu du crash et des éventuels survivants. Des survivants? Ce mot sonnait faux. L'avion s'était écrasé il y a des années, d'après les quelques notes dont nous disposions. Néanmoins, nous avons suivi l'itinéraire, car c'était notre travail. Plus nous avancions, plus le terrain se déformait sous nos pieds. Les sentiers, qui auraient dû être droits, s'incurvaient légèrement vers la droite. Des collines s'élevaient, là où la carte indiquait une plaine. Un ruisseau gelé traversait la vallée dans une direction opposée à celle indiquée par nos boussoles. Je regardais ma montre plus souvent, comptant chaque minute comme si cela pouvait me maintenir dans la réalité. Mon souffle s'échappait en petits nuages de vapeur. Les sangles de mon sac à dos craquaient sous l'effet du froid. Vers midi, la radio émit une autre impulsion, plus forte que les précédentes. Elle a résonné dans la neige comme un murmure, à l'envers. Notre caporal a demandé si la tempête devant nous pouvait causer des interférences. Une tempête? Ai-je pensé. Le ciel était dégagé quelques instants auparavant, mais quand j'ai regardé à nouveau, un épais brouillard blanc s'était accumulé au-dessus de la crête. Avant même que nous l'atteignions, je savais que quelque chose nous attendait dans cette vallée. Pas un homme, pas un animal. Quelque chose attiré par nos signaux et nos mouvements, comme s'il nous écoutait depuis notre arrivée. Et le lieu de l'accident n'était que la première étape vers lui. La brume s'est abattue sur nous à une vitesse étrange. À un moment donné, la crête devant nous semblait nette et précise, et l'instant d'après, elle s'est estompée dans un large mur de blancheur flottante. J'ai traversé de nombreuses tempêtes en Alaska, mais elles ne se sont jamais formées aussi rapidement. Notre guide a levé la main pour nous signaler de ralentir. Chaque pas était plus doux que le précédent, comme si la neige voulait étouffer le bruit. Ma respiration restait suspendue dans l'air, presque sans monter. Le froid pénétrait plus profondément à travers les couches de vêtements, jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent sur la crosse du fusil. Nous entrâmes dans un bosquet d'arbres, rabougris, éparpillés sur le versant. Les branches nues craquaient au-dessus de nos têtes. Je gardais les yeux rivés au sol, à la recherche de traces ou de signes du groupe disparu. La neige était intacte, à l'exception de nos propres empreintes. C'est pourquoi l'arrêt soudain de notre chaîne m'a tant surpris. Notre éclaireur n'a pas donné de signal. Il n'a pas appelé. Il avait simplement disparu. Ces trois traces s'arrêtaient à un demi-pas. Empreinte gauche, empreinte droite, puis neige vierge. Aucune lutte, aucun changement de profondeur, aucune trace de traînée. La pente gardait un silence glacial qui semblait trop intentionnel. Nous l'avons appelé par son nom. Le son s'est perdu dans le néant. Les arbres se dressaient immobiles, leurs ombres s'étiraient comme de minces doigts. Le caporal a remarqué quelque chose dans les branches, au-dessus. Un morceau de tissu pendait à la fourche d'un arbre. Ce n'était pas un équipement d'hiver, c'était un morceau de la parka de notre éclaireur. Plus haut, à peut-être 20 ou 30 pieds, son fusil gisait, coincé entre les branches, le canon plié presque en deux. Presque aucune trace de sang ne maculait la neige en dessous.
On aurait dit qu'on l'avait simplement soulevé, écrasé et emporté en silence. Un tel spectacle peut bouleverser même une personne endurcie. Il nous a tous bouleversés. Le lieutenant a ordonné une fouille rapide du périmètre. Nous nous sommes dispersés, fusils levés, les nerfs tendus comme des cordes. La brume s'épaississait, se refermant de part et d'autre. Ma respiration semblait faible. Mes bottes s'enfonçaient davantage à chaque pas, alors que la neige était dure quelques instants auparavant. Je scrutais le terrain, à gauche et à droite, attendant un mouvement. Rien ne se passait. Ce que nous avons vraiment trouvé, ce sont d'autres traces, mais elles n'étaient pas celles de bottes. De grandes empreintes ovales, enfoncées dans la neige, beaucoup plus larges qu'un pas humain. Certaines traces recouvraient d'oli celles que nous avions faites auparavant, comme si quelque chose nous avait suivis tout ce temps. D'autres contournaient d'eau les arbres, en tournoyant. Elles s'arrêtaient à l'endroit même où notre éclaireur avait disparu. L'un des rangers les plus âgés marmonna quelque chose à propos de la terre, se souvenant d'anciennes histoires. Il parlait de chasseurs qui traversaient les tempêtes et emportaient les gens sans prévenir. J'avais entendu des bribes de ces contes racontés par les habitants, mais je n'y avais jamais prêté attention. À présent, ces petites histoires me pesaient tellement que je ne pouvais plus les ignorer. Nous nous sommes éloignés des arbres et avons continué notre chemin vers la crête, en avançant plus lentement et en restant plus groupés. La brume s'était un peu dissipée lorsque nous avons atteint les hauteurs. Lorsque nous avons enfin aperçu le lieu du crash, j'ai été parcouru d'un frisson plus intense que celui provoqué par le froid. L'avion gisait à moitié enfoui dans un creux peu profond, le nez enfoncé, la queue relevée, comme s'il s'était posé et non écrasé. Le fuselage était cabossé, mais il n'y avait aucune déchirure, aucune longue trace dans la neige derrière lui, aucun signe d'impact. On aurait dit qu'il avait été posé là, déposé par des mains géantes. Le revêtement métallique présentait d'étranges ondulations, comme si la chaleur l'avait déformé il y a longtemps. Lorsque j'ai posé ma main gantée dessus, la surface était plus froide que l'air, presque brûlante. Nous avons fouillé l'intérieur. Les vitres de la cabine étaient comme gelées, opaques de l'intérieur. Les instruments étaient hors service. Les aiguilles pointaient dans des directions aléatoires. Un panneau présentait des traces de rouille circulaire, bien que la rouille ne devrait pas se développer aussi rapidement par un tel froid. Plusieurs petits os étaient éparpillés près de la queue. Elle semblait avoir été rongée, trop proprement pour être l'œuvre de charognards. Certaines étaient vieilles, sèches et creusées. D'autres semblaient plus récentes, conservant encore une faible structure de moelle osseuse. Ce mélange d'âge n'avait aucun sens. À l'extérieur, le lieutenant tenait cette radio personnelle contre son oreille. Je l'ai vu acquiescer à quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait entendre. Son souffle s'échappait en petits nuages réguliers, trop réguliers pour quelqu'un qui venait de perdre l'un de ses soldats. Lorsque je me suis approché, il a fermé le carnet dans lequel il écrivait et s'est détourné. Le temps changea à nouveau lorsque nous poursuivîmes notre route. Une couverture nuageuse envahit le ciel, atténuant la lumière jusqu'à ce que la vallée devienne terne et grise. J'entendis une pulsation douce et rythmée dans ma radio. Elle s'intensifiait, s'atténuait, puis s'intensifiait à nouveau. Chaque fois qu'elle s'intensifiait, le sol sous mes chaussures transmettait une légère vibration. Quelque chose bougeait là-bas, s'adaptant à notre rythme. Nous formions une colonne serrée, espacée juste assez pour ne pas nous heurter les uns aux autres. Des ombres flottaient entre les bandes de brouillard. Je ne pouvais pas dire s'il s'agissait de jeux de lumière ou de quelque chose qui nous suivait. Les poils de ma nuque se hérissèrent. Chaque inspiration était accompagnée d'une légère tension, comme si l'air lui-même nous observait. Vers le soir, nous avons atteint un petit ruisseau gelé. Le bruit de l'eau qui coulait sous la glace résonnait dans la vallée. Je me suis agenouillé pour remplir ma gourde et j'ai de nouveau senti un grondement,
une faible vibration qui traversait la glace. Lorsque je me suis redressé, l'un des soldats a pointé du doigt la ligne d'arbres derrière le ruisseau. Une silhouette haute se tenait entre deux vieux sapins. Longue et mince, immobile. Sa silhouette pâle contrastait avec les arbres sombres. Je levai mon fusil et clignai des yeux. La silhouette avait disparu sans bouger. Il n'y avait aucune trace dans la neige à l'endroit où elle se tenait. Les gens s'agitèrent nerveusement, vérifiant leurs chargeurs, resserrant leurs ceintures, ajustant leurs gants. La peur peut amplifier les sons les plus faibles. Je sentais chaque respiration des personnes qui m'entouraient. La nuit tomba tôt. La température baissa. Nous installâmes notre campement sur une petite élévation afin d'avoir une meilleure vue sur le terrain. Le lieutenant nous a disposés en cercle serré, comme s'il attendait quelque chose. Le ciel s'est assombri jusqu'à ce que les aurores boréales scintillent faiblement au-dessus de nous. J'ai essayé de manger une barre de ravitaillement, mais je n'en sentais pas le goût. Mon esprit restait fixé sur les traces vides et l'homme disparut. Une fois installé, la radio s'est animée. Pas avec des parasites, mais avec des voix, faibles, fluettes, appelant des noms. Des voix qui ressemblaient à celles des personnes avec lesquelles nous avions servi pendant des années. Des voix de personnes déjà portées disparues. Elles parlaient directement depuis derrière les tentes, répétant les mêmes phrases à voix basse, demandant de l'aide avec des intonations familières. Mais elles y n'étaient pas normales. Quelque chose dans ces mots ne correspondait pas à la respiration humaine. Le rythme était trop lent, trop régulier. Nous avons tenu notre position. Personne n'a quitté le périmètre. Et pourtant, l'appel a continué jusqu'aux petites heures du matin, dérivant dans le froid comme des souvenirs aigus. Au matin, nous savions que nous étions observés et que ce qui nous observait devenait plus audacieux. Nous nous sommes réveillés dans un froid qui semblait plus intense que la nuit précédente. Les détentes bruissaient doucement pendant que nous nous préparions, chacun bougeant plus lentement que d'habitude. Personne n'a parlé des voix que nous avions entendues dans le champ. Le silence est souvent synonyme de discipline. Ce matin-là, le silence était synonyme de peur, qui pesait sur chacun d'entre nous. Le lieutenant a ordonné de vérifier le périmètre avant de sortir. 2 rangers sont sortis pour ratisser la ligne. Un seul était revenu. L'autre avait laissé des traces de bottes bien nettes qui suivaient de l'arc de notre itinéraire prévu, puis s'éloignaient légèrement vers un tas de neige ressemblant à une petite colline. Ces traces s'arrêtaient près d'un petit buisson. Derrière lui, la neige était lisse et intacte. Nous nous sommes dispersés en éventail dans la zone. Une légère dépression avait creusé le givre à l'endroit où quelque chose de lourd avait appuyé. Ce n'était pas une empreinte complète, mais plutôt une marque laissée par un poids tombé du haut. Nous avons trouvé un gant déchiré, à moitié gelé dans la neige. Pas de sang, pas de traces de lutte. Juste l'impression que quelqu'un avait tendu la main dans le vide et l'avait emporté avant qu'il n'ait pu crier. À quelques mètres de là, nous avons trouvé une longue rainure peu profonde qui remontait le long du tronc d'un bouleau et se terminait à un point presque aussi haut que les branches. L'écorce autour de la marque avait un éclat terne, comme si elle avait été chauffée et refroidie en un instant. Aucun d'entre nous ne l'a touchée. Le lieutenant a dit que nous partions immédiatement. Les hommes refusèrent de se séparer. Nous resserrâmes donc les rangs. Alors que nous avancions dans la vallée, de faibles ombres flottaient entre les arbres. Rien de précis, rien qui restât assez longtemps pour que l'on puisse en distinguer la forme. Mais le sentiment d'être observé devenait plus intense à chaque pas. Vers midi, nous sommes arrivés dans une large zone dégagée. Le ciel était toujours gris, mais la lumière se reflétait étrangement sur la neige, donnant à la surface un aspect irrégulier. Nous étions à mi-chemin lorsque quelque chose a bougé sur notre flanc droit. Pas une silhouette entière, juste une ondulation sur la neige,
comme une ombre glissant sous la glace. Le caporal a tiré un coup de semonce. Le son a résonné dans la vallée et a disparu presque instantanément, englouti par le froid. L'ondulation s'est figée, puis a changé de direction avec une rapidité soudaine. Je me suis mis à genoux et j'ai levé mon fusil. Les autres ont suivi mon exemple, mais rien n'est apparu à la surface. Rien ne s'approchait, rien ne reculait. Il avait simplement disparu de notre champ de vision. Nous sommes restés en bas pendant une longue minute, attendant un mouvement. Comme rien ne se passait, nous avons continué à avancer par petits bonds, nous couvrant les uns les autres, nous attendant à ce que la Terre elle-même se rebelle contre nous. Les impulsions radio sont revenues, plus fortes cette fois. Elles frappaient d'eau par vagues lentes, chacune résonnant dans mes côtes comme un battement sourd. Lorsque nous avons atteint la crête suivante, le lieutenant a ordonné une pause. Il a ouvert son petit carnet noir et a griffonné quelque chose. Rapidement. Je me tenais assez près pour voir le croquis de la vallée et une série de symboles le long de notre chemin. Je n'en ai reconnu aucun. Quand il a remarqué que je regardais, il a refermé le carnet. Ses yeux étaient mous et calmes, presque impassibles, beaucoup plus calmes qu'ils n'auraient dû l'être. Après avoir perdu 2 personnes, nous avons fait d'une courte pause sur la crête. Les gens respiraient dans leurs gants et piétinaient pour maintenir leur circulation sanguine. Le froid avait encore changé. Pas de vent, pas de brouillard. Juste un profond silence qui s'étendait sur la neige comme une couverture. Je me suis lentement retourné sur moi-même, vérifiant chaque ombre. Le sentiment d'être observé est devenu si fort que ma peau picotait sous mes dévêtements. Nous avons continué notre chemin. Peu après, le terrain s'est transformé en une étroite vallée bordée de buissons épais. Le lieutenant nous a fait traverser en file indienne. La neige étouffait chaque pas. À mi-chemin, les buissons à notre gauche bougèrent. Une silhouette mince apparut entre les branches, pâle et trop grande. La mitrailleuse M60 ouvrit le feu avant que j'aie eu le temps de lever mon fusil. Le mitrailleur tira une longue rafale en direction de la silhouette. La neige a explosé en une large fontaine. Une deuxième silhouette a suivi la première, puis a disparu de notre champ de vision. Le mitrailleur a levé son arme, mais ses mains tremblaient. Il a murmuré qu'il avait touché quelque chose. J'ai inspecté le sol. Pas de sang, pas de fragments de corps. Seulement une empreinte peu profonde et une faible tache chaude sur la neige qui avait fondu sur les bords. Nous nous sommes regroupés et avons quitté le vallon. Chacun a vérifié ses munitions. Mon chargeur était à moitié plein. Je l'ai remplacé par un neuf. Le froid me rongeait les doigts et j'ai senti une brûlure lorsque le métal a touché ma peau nue. La radio s'est remise à grésiller. Cette fois, les parasites étaient accompagnés de faibles tonalités, comme si quelque chose essayait de copier nos signaux. Le rythme semblait trop précis pour être fortuit. Un autre rangeur, un homme calme aux mains fermes, m'a arrêté et m'a montré le lieutenant. Celui-ci tenait sa radio personnelle à l'oreille et hochait à nouveau la tête. Son visage n'exprimait ni tristesse ni colère, seulement une sorte de calme détaché. La radio personnelle me rappela quelque chose qui n'avait pas été dit lors de notre briefing, quelque chose qui semblait désormais incorrect. Plus tard dans la soirée, nous atteignîmes une petite dépression entre 2 collines peu élevées. Nous avons décidé de nous arrêter et de nous retrancher pour la nuit. Chacun s'est plongé dans ses pensées, essayant de calmer ses nerfs qui refusaient de se détendre. Le soleil a glissé derrière la crête, ne laissant qu'une faible lueur scintillant au-dessus de nos têtes. J'ai pris le premier quart. La radio grésillait par impulsion sourde. J'ai baissé le son jusqu'à ce qu'il devienne à peine audible. La neige autour de nous reflétait une lumière vert pâle, donnant à toute la plaine un éclat terne. J'ai scruté les contours, à l'affût du moindre mouvement. Il n'y en avait pas. À la fin de ma garde, j'ai essayé de dormir,
mais le repos restait hors de portée. J'ai entendu un bruissement provenant de la tente du lieutenant. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu feuilleter les pages de son petit carnet, puis fouiller dans son sac à dos à la recherche d'un dossier qu'il gardait caché. Je me suis approché. Lorsqu'il est sorti pour vérifier le périmètre, je me suis glissé à l'intérieur. Le dossier contenait des photos en noir et blanc, des scènes qui ressemblaient presque à celles que nous avions vues. Des stations détruites, du métal tordu, d'énormes traces dans la neige. Une page dactylographiée à l'intérieur énumérait les zones d'interaction sur le terrain et les coordonnées qui correspondaient à notre itinéraire de patrouille. En bas, une courte ligne disait « Élément test attendu dans le carré 4, près du 7. La fenêtre d'observation reste ouverte. » Mon estomac s'est noué. Nous ne recherchions pas le groupe disparu. Nous faisions partie d'un piège. Je suis sorti de la tente et l'ai fermée. Le froid me mordait le visage. J'ai regardé les gens qui dormaient main dans leur sac de couchage, sans se douter de rien. La radio qui vibrait, l'équipement étrange, le calme du lieutenant. Tout cela s'imbriquait trop bien. Avant l'aube, un léger craquement de neige nous a tous réveillés. Une ombre a glissé au bord du campement. Longue, pâle, presque humaine. Nous avons levé nos fusils, mais elle a glissé derrière un tas de neige et a disparu sans un bruit. Nous avons tenu notre position jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Personne n'a mentionné l'ombre. Personne n'en avait besoin. Nous le sentions tous, et nous savions tous ce qui nous attendait. Nous avons levé le camp aux premières lueurs du jour. Le ciel portait encore des traces de lueur, de faibles bandes vertes se déplaçant lentement dans l'obscurité. Chacun tenait son fusil à la main, les yeux rivés sur la ligne des arbres. Personne ne croyait plus à l'immobilité. La neige semblait trop lisse, trop intacte, comme si tout ce qui appartenait à cette vallée s'était écarté pour nous observer. Nous marchions sur une crête basse vers un terrain plus élevé. Le vent restait inhabituellement calme. Le son portait loin. Même notre respiration semblait bruyante. Lorsque la radio se remit à émettre, le rythme changea. Il se présentait sous forme de courtes rafales. Puis, un long son qui résonna dans ma poitrine. Le caporal vérifia sa radio et fronça les sourcils. Il dit que le signal n'était pas accidentel. Le motif était trop net, presque comme un code. Quelques minutes plus tard, un autre signal traversa notre canal. Ce n'était ni des parasites, ni un signal de détresse. Une voix saccadée prononça une série de chiffres et un court message. L'élément test reste en position. La surveillance se poursuivra tant que les actifs maintiendront leur position. La voix n'utilisait pas le jargon des Rangers. Elle ne semblait pas surprise que nous soyons encore en vie. Elle parlait comme quelqu'un qui lit un script. Le lieutenant se figea en entendant cela. Il tendit la main vers sa radio personnelle, recula de quelques pas et murmura quelque chose. Son visage restait impassible. Je regardais les gens autour de moi s'agiter nerveusement. Ils ne savaient rien du dossier que j'avais vu, mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je m'approchai de lui. Il rangea la radio dans sa veste, mais pas assez vite. Je vis le code court sur l'écran, celui que j'avais reconnu dans le dossier. Il correspondait à la ligne concernant une interaction probable le long de notre chemin. Il comprit que je l'avais vu. Sa mâchoire se crispa. Finalement, il parla d'une voix calme et ferme. Il a dit « Le commandement pense que quelque chose de dangereux vit dans cette vallée, quelque chose qui est attiré par certains signaux et certaines fréquences. La station météo a activé un nouveau mode radar quelques semaines plus tôt. Après cela, le groupe disparut a commencé à signaler des bruits étranges, une pression dans les murs et des silhouettes près des congères. Quand ils se sont tus, le commandement a décidé d'envoyer une unité avec un équipement spécial pour confirmer la régularité. Nous étions cette unité, dit-il. Nous n'étions pas un appât. Ses yeux révélaient une autre vérité. Les gens ne gardent pas de tels secrets.
s'ils n'en ont pas reçu l'ordre. Et ces ordres se soucient rarement des personnes qui doivent les exécuter. Les soldats en avaient entendu assez pour comprendre. La colère a parcouru le groupe comme une vague silencieuse. Personne n'a crié, personne n'a juré, mais la façon dont leurs mains serraient leurs fusils m'en disait long. La confiance d'un rangeur repose sur des choses simples, la distance, le temps, le froid commun, le danger commun. Une fois brisée, elle revient rarement. Avant que nous ayons pu faire pression sur le lieutenant, un bruit a retenti dans la vallée. Ce n'était ni le vent, ni un mouvement. Une vibration grave, provenant du sol lui-même. La neige s'est mise à onduler lentement, comme si quelque chose d'énorme bougeait sous la surface. Nous avons formé une ligne de défense, fusils à la main. Le grondement s'est intensifié, vibrant dans mes dents, jusqu'à ce que ma tête soit remplie de pression. La brume qui nous poursuivait depuis des jours s'est à nouveau épaissie, se refermant autour de la crête. Puis, une silhouette pâle apparut sur le versant lointain. Grande, aux jambes longues, immobile comme un poteau. La silhouette nous observait avec un calme qui me serrait la poitrine. Elle inclina la tête dans un mouvement lent et réfléchi, comme si elle étudiait notre formation. Le lieutenant nous murmura de ne pas tirer. Personne ne l'écouta. Le fusil crépita. La silhouette disparut. La neige à ses pieds explosa, comme si quelque chose s'était mis en mouvement plus vite que nos yeux ne pouvaient le suivre. Un grondement s'éleva en réponse, s'amplifiant jusqu'à ce que la crête s'anime sous nos pieds. Quelle que soit la créature qui vivait dans cette vallée, elle n'en avait pas fini avec nous. La crête s'est replongée dans le silence après le coup de feu. La neige tombait en flocons lents et flottants, presque délicatement, comme si la vallée elle-même s'était arrêtée pour écouter. Mon souffle embuait l'air en petits nuages. Chacun scrutait les pentes, attendant le retour du contour. Rien ne bougeait. Pas de vent, pas de bruit. Seul un grondement sourd continuait sous nos chaussures, régulier et froid. Puis la brume s'est dissipée. Un mince voile blanc s'est détaché le long du versant lointain. Pour la première fois depuis notre arrivée dans cette vallée, nous avons vu clairement la créature. Elle était plus grande que n'importe quel être humain. Ses membres étaient limites et longs et étroits. Ses articulations courbées, selon des angles qui semblaient anormaux pour tout ce qui marche droit. Sa peau était pâle, presque incolore, se confondant avec la neige, à l'exception de fines lignes qui s'étendaient le long de ses flancs. Et ses yeux reflétaient une lueur vacillante, captant la lumière verte et la retenant. Même si le ciel était devenu gris, il ne s'est pas précipité sur nous, il nous a observés. Le mitrailleur avec le M60 a tiré le premier par rafale contrôlée. Les balles ont atteint leur cible. J'ai vu les impacts se propager en ondulation sur son corps, le courbant légèrement, mais sans le renverser. Il a reculé d'un mouvement étrange, fluide, presque pensif. Le sang s'est répandu sur la neige, sombre au début, puis devenant fin et aqueux, heurtant le froid. Là où elle touchait le métal de l'avion accidenté derrière nous, de petites taches de rouille se formèrent, comme si le métal avait vieilli en quelques secondes. Les gens se regroupèrent. Le grondement dans le sol changea. Il s'éleva en une vague lente, remontant le long de nos jambes jusqu'à notre poitrine. Le son étouffait les pensées, les opprimait, jusqu'à ce que chaque respiration devienne difficile. Pendant un instant, j'ai cru voir une autre silhouette près de la lisière des arbres. Plus petite, elle bougeait au rythme de la pulsation de la radio. Lorsque j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. La créature s'était retirée dans la brume sans un bruit. Pas vaincue, pas vraiment blessée. Cela ne l'avait pas ralenti, mais plutôt lui avait permis de rassembler ce dont il avait besoin, une mesure de notre force, une idée de nos armes. Et il attendait le prochain moment pour nous tester à nouveau. Nous nous sommes retirés vers un étroit passage dans les rochers, où passait autrefois un ancien sentier de mineurs. Le lieutenant a dit que nous avions besoin d'un abri,
quelque chose avec des murs solides qui pourrait bien y bloquer la vue de la créature. Nous l'avons suivi car nous n'avions pas d'autre choix. Même ceux qui ne lui faisaient pas confiance comprenaient ben que le terrain découvert ne ferait qu'aider cette créature à nous traquer plus rapidement. Le sentier menait à une petite cavité dans la roche, un tunnel creusé par des mineurs il y a de nombreuses années, abandonné depuis longtemps. L'air à l'intérieur semblait plus chaud, mais seulement légèrement. Je fis un pas dans l'obscurité et sentis le grondement s'atténuer sous mes chaussures. Les autres le remarquèrent également. La roche amortissait les vibrations. Mes épaules se détendirent pour la première fois depuis plusieurs jours. Nous avancions plus profondément, plaçant une petite lampe à l'entrée. Le tunnel s'élargissait en une chambre étroite. La poussière recouvrait le sol. De vieux supports en bois se dressaient à des angles fatigués. Les gens prirent de position face à l'entrée, fusil au prêt. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Dès que nous nous sommes installés, l'écho a commencé. Pas fort, pas brusque. De lents coups sur la pierre, régulièrement espacés, comme des pas hors de notre champ de vision. Puis de faibles soupirs, doux et réguliers, répétant notre propre rythme avec un léger décalage. Peut-être était-ce un effet de la grotte. Mais le timing restait trop constant, trop intentionnel. Quand une personne inspirait, un deuxième souffle suivait dans l'obscurité. Quand quelqu'un bougeait, l'écho bougeait, comme s'il l'imitait. Le lieutenant vérifia à nouveau sa radio personnelle. Un seul signal sonore en provenait, régulier et calme. Il l'éteignit. Pour la première fois depuis le début de la mission. Cela m'en disait plus long que tout ce qu'il avait dit auparavant. Je regardais les gens blottis les uns contre les autres dans cet espace confiné. Leurs visages reflétaient un mélange de peur, de colère et d'épuisement. Nous avions déjà perdu 2 hommes et la vallée semblait vouloir les autres. Le grondement à l'extérieur du tunnel s'était atténué, presque comme si la créature s'était éloignée. Mais je ne ressentais aucun soulagement. Il avait appris quelque chose lors de cette brève confrontation, et je savais qu'il reviendrait, plus intelligent qu'auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision silencieuse. Je détruirai l'équipement qui nous traquait. Les radios spéciales, les kits de capteurs, tout. Tout ce qui attirait cette créature. Même si le lieutenant se battait contre moi pour cela, je le ferais. Parce que si nous restions à portée des signaux qu'elle suivait, aucun d'entre nous ne sortirait vivant de cette vallée. Partie 3. Nous avons quitté le tunnel avant l'aube. La lampe était presque épuisée et l'air à l'intérieur était devenu étouffant et lourd. L'écho nous a poursuivis pendant une grande partie de la nuit, reproduisant chaque respiration et chaque mouvement dans un rythme lent et régulier. Personne ne dormait lorsque le lieutenant nous a finalement ordonné de sortir. La plupart d'entre nous avons avancé sans un mot, avides de trouver un espace ouvert, même si le danger nous y attendait. La neige tombait en fins flocons qui effleuraient à peine le sol avant de se transformer en petits cristaux glacés. Le ciel au-dessus de la vallée brillait d'une faible bande verte, vestige de la lueur. Le grondement sous nos bottes reprit dès que nous sortîmes. Au début, il n'était pas fort, juste assez pour nous rappeler que la créature ne nous avait pas oubliés. Nous nous sommes dirigés vers la station météo. C'était le seul bâtiment que nous connaissions, et nous voulions à nouveau des murs. Le lieutenant a dit que nous allions la fortifier et la défendre jusqu'à ce que nous puissions atteindre le point d'évacuation. Personne ne contesta. Nous étions trop gelés, trop fatigués et trop conscients des yeux qui nous observaient là, depuis les pentes. Le chemin du retour nous sembla plus court que celui de l'aller, bien que la distance fût la même. Cela m'inquiétait. Je regardais souvent ma montre, je comptais mes pas, je surveillais notre rythme. Rien de tout cela ne correspondait à la façon dont la vallée se rétrécissait autour de nous. On aurait dit que la station nous attirait, comme si la terre voulait nous y voir. Lorsque nous l'avons atteinte,
Le bâtiment semblait encore plus endommagé qu'auparavant. Les panneaux métalliques étaient enfoncés vers l'intérieur, comme écrasés par une force puissante. La neige avait rempli les fissures dans les murs. La porte cassée gisait à moitié ensevelie à l'intérieur. L'air semblait plus froid que le monde extérieur. Personne ne l'a dit à voix haute, mais nous sentions tous que nous retournions dans un lieu marqué par la créature. Nous avons travaillé rapidement. Nous avons placé des mines de Claymore le long des côtés ouest et nord, où les congères créaient des angles morts. Nous avons tendu du fil de fer à travers les points faibles des murs et empilé des caisses près des fenêtres. Nous avons installé des M60 dans l'embrasure de la porte, avec une ligne de tir dégagée. Le caporal s'occupait des charges explosives, les plaçant aux endroits susceptibles d'être percés. Le rangeur blessé, celui qui avait été touché pendant la confusion du début, était allongé dans un coin, enveloppé dans des couvertures. Son visage était pâle et amaigri, comme si le froid l'avait vidé de l'intérieur. Il continuait à murmurer qu'il y avait quelque chose près des fenêtres. Nous avons vérifié chacune d'entre elles. Il n'y avait rien à l'extérieur. Néanmoins, le sentiment restait vif. Le soir, une tempête s'est levée. Elle a déferlé comme un mur épais depuis le nord, engloutissant la vallée dans une blancheur pesante. Le vent fouettait les murs. La neige s'abattait sur le toit par rafales soudaines. Le grondement sous le bâtiment s'intensifia, montant et descendant par vagues lentes. Les vibrations me faisaient mal aux dents. Alors que la tempête s'intensifiait, des silhouettes apparurent à la limite de mon champ de vision. Pas des contours complets, seulement des fragments. Un long bras passant derrière un tas de neige. Une ombre fine glissant sur le toit. Le vent n'expliquait pas ces mouvements. Ces silhouettes se déplaçaient avec un but précis. Dans la pénombre, la créature inspecta notre périmètre. Un léger grincement le long du mur ouest. Un léger déplacement près du montant de la porte. Le caporal se figea près des mines, prêt à les activer. Le lieutenant se tenait près de la fenêtre, serrant son fusil comme s'il se préparait à frapper. Le grincement se répéta, plus fort cette fois. De la neige tomba du plafond. Le grondement s'intensifia, faisant vibrer les caisses contre le mur. L'un des soldats tira une rafale par la fenêtre du fond. Le flash illumina brièvement la tempête. Personne ne tomba, personne ne s'enfuit. Mais le grondement s'intensifia brusquement après le coup de feu, comme pour répondre. Puis le toit se mit à craquer. Ce n'était pas à cause de la neige, mais de la pression. Je levai les yeux et vis une légère déformation dans les poutres qui ployaient sous le poids de quelque chose de lourd. Un autre rangeur tira vers le haut, instinctivement. Les balles traversèrent le bois et disparurent dans l'obscurité. Une longue silhouette pâle se déplaça le long de la ligne du toit. Ses mouvements étaient lents et réfléchis. « Préparez vos positions », murmura le lieutenant. La créature frappa un instant plus tard. Le mur ouest se courba vers l'intérieur, comme s'il était saisi par deux longs bras. Le bois craqua. Le fil de fer se rompit. Le caporal fit exploser la première mine. Le souffle secoua la station. La neige s'engouffra à l'intérieur. La pression disparut, laissant place à une légère odeur de rouille qui flottait à travers le trou. Avant que nous ayons pu nous regrouper, la fenêtre a éclaté vers l'intérieur. Un membre pâle s'est précipité à travers l'ouverture, balayant les caisses. Le M60 a rugi. Le mitrailleur a appuyé sur la gâchette, martelant la fenêtre jusqu'à ce que le membre se glisse à nouveau dans la tempête. Un liquide sombre éclaboussa le sol. Le rangeur blessé poussa un cri et se couvrit les oreilles, comme si le bruit lui causait plus de douleur que le froid. Un éclair illumina la vallée au loin, teintant la neige tourbillonnante de vert pendant un battement de cœur. À cet instant, j'aperçus la silhouette d'une créature se découpant sur la tempête. Grande, courbée, observant, étudiant notre réaction.
La percée suivante eut lieu à la porte. Un coup violent arracha les gonds. La neige s'engouffra à l'intérieur. Le lieutenant s'avança pour tirer, mais la pression derrière la porte devint trop forte. Le cadre se courba. Une longue forme pâle se faufila à travers la fente. Le caporal lança une charge explosive dans l'ouverture. Avant que la créature n'ait eu le temps de reculer, il se précipita en avant et heurta le montant de la porte avec son épaule, bloquant la charge avec son corps dans l'ouverture. Il me regarda une fois, calmement et fermement. Puis il tira la goupille. L'explosion secoua la station. L'onde de choc me projeta en arrière. L'air se remplit de copeaux et de neige. Tout le côté ouest du bâtiment s'effondra. La radio personnelle du lieutenant heurta le sol et vola en éclats. Le grondement s'interrompit un instant, puis reprit sur un ton plus grave et plus menaçant. Lorsque la fumée se dissipa, le caporal avait disparu. La brèche béait face à la tempête. La créature avait été projetée, mais pas détruite. Nous étions vivants, moins nombreux qu'avant, sous le choc, avec un minimum de munitions, transis jusqu'aux os. Et la tempête dehors continuait de gagner en puissance. La créature reviendrait. Nous le sentions tous. L'explosion avait laissé la station tremblante. La poussière flottait dans l'air en taches lentes et dérivantes. Mes oreilles bourdonnaient, mais sous ce bourdonnement, j'entendais encore un grondement, régulier et grave, comme si la vallée elle-même respirait autour de nous. La neige s'engouffrait à travers le mur détruit, recouvrant le sol d'un fin drap blanc. Les gens se déplaçaient prudemment, contournant les débris, vérifiant que les autres n'étaient pas blessés. Nous avions perdu un autre rangé, et le poids de cette perte pesait lourdement dans cette pièce détruite. Le lieutenant s'appuya contre une poutre de soutien. Du sang coulait le long de sa manche, où un éclat de bois lui avait profondément entaillé la peau. Son visage était pâle à la lumière de la lampe, mais il restait ferme. Il nous a ordonné de rassembler nos provisions et de nous préparer à battre en retraite. Personne n'a posé de questions. La station ne résisterait pas à une autre attaque. La créature avait testé nos défenses. Elle ne répéterait pas la même approche. Nous avons fait nos bagages rapidement. Les munitions supplémentaires, la nourriture, la radio, tout ce qui pouvait être utile. Le rangé blessé pouvait à peine se tenir debout, mais deux autres l'aidèrent à se relever. Il respirait difficilement et murmura qu'il y avait quelque chose derrière le mur ouvert. Je regardais, mais je ne vis que la neige qui tourbillonnait. Pourtant, je sentais un regard posé sur moi. Au moment où nous sommes sortis, la tempête s'était transformée en un épais rideau, suffisamment dense pour estomper les silhouettes à quelques kilomètres de distance. Nous avons descendu la pente vers le lac gelé, qui barrait la route vers le point d'évacuation de secours. Le lieutenant a dit que la glace nous permettrait de le traverser plus rapidement. Je me demandais si cela ne nous rendrait pas plus vulnérables. Le grondement changea dès que nous atteignîmes le bord du lac. Il devint plus aigu, presque comme un avertissement silencieux. Des fissures parcouraient la glace en fines lignes arachnéennes, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Nous marchions en répartissant soigneusement notre poids. La neige balayait la surface gelée en longues vagues lisses. Je continuais à scruter les bords du lac. La ligne des arbres se déplaçait en ombre lente et flottante. À mi-chemin, la glace gémit, un son grave montant des profondeurs. Nous nous sommes de figés. Le garde forestier blessé trébucha et ses assistants resserrèrent à leur prise. Une large fissure s'ouvrit derrière nous, mince au début, puis s'élargissant en une ligne sombre et étroite qui s'étendait vers le centre du lac. L'eau ne montait pas, seulement l'obscurité. Quelque chose bougeait sous la glace, une ombre glissa juste sous la surface, longue et changeante. Puis, une autre, et encore une autre. L'une d'elles se déplaçait lentement vers nous en décrivant un arc. Le grondement s'intensifiait au rythme de son mouvement. Pendant un instant, la glace sous mes bottes vibra, comme si quelque chose la touchait par en dessous. Nous nous sommes dispersés,
avançant plus vite, mais toujours avec prudence. La tempête s'est calmée un instant, et j'ai tiré une fusée de détresse dans le ciel. Sa lueur orange a illuminé le lac d'un large halo. Dans cette brève lumière, j'ai vu clairement des silhouettes, pas 3, pas 5, une multitude de formes pâles s'étirer sous la glace, comme des ombres qui n'appartenaient à aucun être connu. Certaines étaient petites, d'autres longues, d'autres encore courbées, de manière impossible. La fusée siffla, s'éteignant rapidement. L'obscurité revint. Le grondement s'intensifia à nouveau. Nous avons accéléré le pas. Le lieutenant a murmuré que nous devions atteindre les rochers devant nous, là où la glace rencontrait la crête. Une fois là-bas, nous pourrions installer des charges et bloquer le passage à la créature. C'était le seul plan qui nous restait. La glace craqua brusquement à notre droite. Un long membre pâle perça la surface, jaillissant vers le haut dans une gerbe d'éclats de glace. Un rangeur tira. Les balles firent y jaillir des étincelles de la glace. Le membre glissa vers le bas, se dirigeant vers nous à une vitesse fulgurante. Un autre craquement a rompu le silence derrière nous. Le blessé est tombé, s'effondrant à genoux. Ses assistants ont essayé de le relever. La glace s'est déformée sous lui. Je l'ai attrapé par sa parka et l'ai tiré avec force vers un sol plus solide. Il respirait par petits halètements. Ses yeux étaient rivés sur l'eau sombre, en contrebas, comme s'il voyait quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait voir. Nous nous sommes approchés du bord rocheux. La neige s'était accumulée en hauteur au pied de la montagne. De petits rochers formaient en des angles aigus où nous pouvions nous abriter. Je fouillais dans mon sac à dos pour trouver le dernier jeu de charge. Mes doigts tremblaient de froid et de peur. Je sentais le grondement monter à travers la glace, remonter le long de mes jambes et s'installer dans ma poitrine. La créature choisit ce moment pour se lever. La glace vola en éclats à 10 mètres derrière nous. Une forme grande et pâle la transperça, projetant des fragments dans toutes les directions. Elle attrapa un rangeur par l'épaule et l'entraîna vers le bas avant que quiconque n'ait le temps de réagir. L'eau l'engloutit sans un bruit. Son fusil heurta la glace une fois, puis glissa vers le trou. Nous avons tiré avec tout ce qui nous restait. Les balles déchiraient dans le corps de la créature. Elle tressaillait à chaque impact, mais continuait d'avancer. Ses membres fouettaient terre trop longs, ses épaules trop étroites, ses pas trop précis. Le liquide sombre qui s'écoulait de ses blessures flottait dans le froid. Là où il touchait la glace, de fines fissures se propageaient vers l'extérieur, comme du givre poursuivant la chaleur. J'ai crié aux autres de se mettre à l'abri, le long des rochers. 2 d'entre eux ont couvert notre retraite pendant que j'installais des charges le long de la fine ligne de glace au bord de l'eau. La neige me fouettait le visage. Mes gants étaient engourdis par le froid. J'ai enfoncé les détonateurs à l'aide de mes doigts engourdis. La créature avait atteint le bord des rochers, ses membres traînant sur la pierre dans un lent mouvement de grattage. Ses yeux brillaient faiblement dans la lumière de la tempête, reflétant la lueur mourante au-dessus. Je levai mon fusil et vidai le reste du chargeur directement sur sa poitrine. Le recul me frappa l'épaule. La créature vacilla, mais ne tomba pas. Le grondement atteignit son apogée. J'appuyai sur le détonateur. La glace s'effondra dans un grand fracas. Une vague de neige et de débris brisés déferla sur les rochers. La créature tomba dans la crevasse qui s'élargissait, tandis que le lac en dessous se fendait. Je la vis tomber, agitant ses membres pour essayer de s'agripper au bord. Puis, toute la plateforme de glace s'effondra, l'entraînant dans les eaux sombres, en contrebas. L'effondrement se propagea plus vite que je ne l'avais prévu. Le sol sous mes pieds se fissura. Je suis tombé sur le côté, glissant dans la crevasse nouvellement formée. L'air froid a sifflé à mes oreilles. Pendant un battement de cœur, j'ai vu une grotte sous la glace, remplie de silhouettes gelées, certaines petites, d'autres grandes, recroquevillées les unes contre les autres
comme des ombres nichées. Des os étaient éparpillés sur le sol gelé, loin en contrebas, anciens et nouveaux mélangés. Une main a attrapé mon poignet. L'un des derniers Rangers me tenait à 2 mains. Enfonçant ses bottes dans la roche, il a tiré de toutes ses forces. Je pris appui sur le bord effrité et sentis mon poids se déplacer vers le haut. Ensemble, nous nous éloignâmes de la glace qui s'effondrait, tandis que la crevasse se refermait derrière nous sous la neige qui tombait. La tempête a englouti le bruit du lac qui s'effondrait. Le grondement s'est transformé en une vibration sourde et lointaine. Je me suis retourné une fois. Le vent avait de nouveau épaissi l'air. Aucune silhouette ne bougeait sous la glace brisée. Nous avons parcouru les derniers mètres jusqu'au point d'évacuation. Mes poumons brûlaient à cause du froid. Mes jambes semblaient lames lourdes. Le survivant à côté de moi avait du mal à garder son équilibre. Nous n'avions plus de munitions, ni de provisions dignes de ce nom. Seule notre volonté d'atteindre les hauteurs nous animait. Un hélicoptère sans insigne est arrivé au crépuscule. Son équipage ne portait pas d'insigne. Ils ne posèrent aucune question. Ils nous ont hissés à bord, nous ont donné des couvertures, ont vérifié notre pouls et nous ont remis des ampoules contenant un liquide transparent. Aucun d'entre eux ne nous a regardés dans les yeux pendant le décollage. La vallée semblait à nouveau vide, toujours intacte, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais le grondement était resté dans mes os, longtemps après que le bruit des hélices se soit tu. On nous a emmenés directement à Elmendorf. Pas d'insigne, pas de nom d'unité. Juste une pièce froide, avec une lumière vive et des gens qui parlaient sans donner de nom. Ils posaient des questions prudentes sur la distance, la vitesse, le son et la forme. Pas un mot sur les personnes que nous avions perdues. Pas un mot sur la culpabilité ou le réconfort. Seulement des chiffres, seulement des détails. J'ai répondu comme j'ai pu. Mes mains tremblaient à cause du froid qui les envahissait encore. Un homme en manteau gris écrivait rapidement, rayant tout ce qui ne cadrait pas avec l'histoire à laquelle il croyait déjà. Quand j'ai mentionné la grotte sous la glace, il a arrêté d'écrire et m'a demandé de répéter la partie sur le grondement à la place. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait des morceaux qu'il pouvait insérer dans son rapport. Nous avons été surveillés pendant plusieurs jours. Des aiguilles, des scanners, des notes discrètes transmises à travers une vitre. Mais des souvenirs se sont mélangés, mais je me souviens de l'odeur du désinfectant et du bourdonnement des lampes, un peu trop proche du rythme que je ressentais dans cette vallée. Quand on nous a enfin libérés, nos déclarations officielles avaient déjà été rédigées, pour nous. Courtes, claires, sans risque. Rien sur la créature, rien sur les personnes disparues qui avaient été emportées. Rien sur la glace qui se brisait sous nos pieds. Seulement un phénomène météorologique inattendu et des pertes lors d'exercices. Nous avons signé, car refuser nous aurait enfermés là encore plus longtemps. Je suis sorti de ce bâtiment avec un autre rangeur à mes côtés, le dernier survivant. Il semblait plus maigre qu'avant, épuisé par quelque chose de plus profond que la peur. Je ressentais la même lourdeur en moi, profondément ancrée. La vallée était désormais derrière nous, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas la fin. J'ai quitté l'armée quelques années plus tard. Le froid est resté dans mes os plus longtemps que n'importe quel hiver. J'ai essayé de me fondre dans une vie normale, mais les nuits n'étaient jamais complètement calmes. Parfois, quand un tuyau d'eau vibrait ou qu'un train passait au loin, je sentais le même grondement sourd remonter à travers le sol jusqu'à ma poitrine. Il s'estompait toujours, mais ne semblait jamais inoffensif. Un autre rangeur survivant a déménagé dans le sud. Il m'a écrit un jour pour me dire qu'il se réveillait encore avec l'impression que quelque chose se tenait au bord de son jardin. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il était mort seul dans une zone boisée. La cause du décès a été attribuée à l'hypothermie, bien que le temps ait été doux. J'ai vu son corps avant les funérailles.
Des vêtements dégageaient une légère odeur chimique, la même odeur qui flottait dans la station après que le sang de la créature ait coulé sur le métal. J'ai également suivi les rapports sur les personnes disparues en Alaska. Beaucoup se trouvaient le long d'anciennes routes de patrouille et de coordonnées oubliées, certaines à proximité de zones marquées, comme zones d'entraînement fermées, d'autres près de vallées sans nom. J'ai arrêté de compter. Je sais ce que nous avons vu. Je sais ce qui nous traquait. Et je sais que quelqu'un d'autre le savait bien avant notre arrivée. Cette vallée ne nous a pas tous emportés, mais elle ne nous a jamais lâchés non plus. Je suis vieux maintenant, et la plupart des hivers se passent tranquillement. Et pourtant, cette vallée me hante encore. Je me souviens de chaque pas que nous avons fait, de chaque respiration dans le froid, de chaque personne que nous avons perdue. Le temps devrait adoucir les choses, mais certains souvenirs restent vifs. Je pense que l'esprit s'y accroche quand il sait que la vérité est plus importante que le confort. Je raconte cette étonnante histoire telle que je l'ai vécue, calmement, franchement. Pas de déclaration fracassante, seulement ce que j'ai vu et ce que j'ai senti sous mes bottes. Je ne prétends pas savoir ce qu'était cette créature. Je ne sais pas si elle appartenait à la terre, à quelque chose de plus ancien, ou à quelque chose créé par des mains qui auraient dû savoir mieux. Tout ce que je sais, c'est qu'elle se déplaçait avec détermination, chassait avec patience et observait avec une sorte d'intelligence qui semblait plus froide que l'air qui l'entourait. Avec le recul, le plus étrange n'était pas la peur. Les soldats apprennent à vivre avec la peur. C'était le silence des gens au-dessus de nous, la façon dont ils ont déformé l'histoire avant même que nous ne retournions à la base, la façon dont ils se souciaient davantage des mesures et des régularités que des personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles. Ils ont traité cela comme une étude plutôt que comme une perte. J'entends encore parfois le grondement, pas souvent. Juste assez pour me rappeler que certains endroits n'oublient pas les personnes qui y sont entrées. Certains endroits restent éveillés longtemps après votre départ. Quand je ferme les yeux, je vois la silhouette pâle d'une créature dans la tempête et les formes sombres sous la glace, attendant dans cette grotte gelée que quelque chose ne les dérange à nouveau. S'il y a une chose à laquelle je me raccroche après toutes ces années, c'est que le triangle de l'Alaska n'est pas une terre vide. Ce n'est pas une nature sauvage, intacte. Il recèle de vieilles choses sous sa neige, et certaines d'entre elles écoutent lorsque nous apportons nos signaux, nos machines et notre bruit dans leur monde silencieux. Donc, si jamais vous voyez un panneau indiquant « zone interdite » ou « terrain d'entraînement militaire », ne le vérifiez pas. Ne le franchissez pas par curiosité ou par goût de l'aventure. Certaines lanternes sont marquées pour une bonne raison. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et pour découvrir d'autres histoires effrayantes, encore plus incroyables, cliquez simplement sur celle qui s'affiche actuellement sur votre écran.